Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 16 mai 2022, le jour où le port du masque prend fin dans tous les types de transports, y compris aériens. Et suite au préavis de grève déposé il y a une semaine par les salariés du nouveau syndicat mixte de gestion de l'eau, eh bien, ils entrent en grève. 9 mois après sa création, la structure n'a toujours pas reçu les 400 millions d'euros promis par l'État pour son fonctionnement, un désengagement qui laisse planer de grandes incertitudes sur le devenir de la structure et celui de 200 agents dont les transferts ne sont pas finalisés. De quoi faire les syndicats montés au créneau et en intersyndical. On les écoute. Nous avertis de pourquoi nous là, nous avertis depuis le 1er septembre, nous avertis les différentes organisations syndicales voyaient des préavis, faire le nécessaire pour faire savoir à toutes les autorités et plus singulièrement les comités d'agglomération, puisque les démarches administratives pas été faites en bonne et due forme. Nous voyons ça depuis le 1er septembre, mais comme nous estimons qu'en tant que Guadeloupéens, c'est Guadeloupéens même qui a dans ça, donc nous avons laissé un petit marge de temps quand même pour voir si les choses étaient ajustées, si les collègues nous étaient trouvés issus raisonnables à administratif à ces collègues-là, mais nous avons constaté que puis ça caille, puis c'est enfoncé, ils ont enfoncé nous. Donc nous décidons de mettre en bois les modes dans la là, puisque après ça, laisser biter là sa partie, ou peut rattraper ces biter là ça et ces conditions à ces mouna même qui est en partie. Vous savez que c'est suite exactement à 9 mois. À 9 mois depuis création, que tout le monde savent que nous créons un syndicat unique. Et ils ont toujours pensé que c'est un syndicat qui était équipé pour de l'eau. Et nous avons constaté que peut-être qu'il fallait que nous les moyens de laisser nous là, nous là et mettre les moyens, parce que c'est les moyens qui ont manqué. Mais nous avons constaté que ce n'est pas du tout ça fait, parce que depuis le 1er septembre, il faut savoir que nous n'avons pas de document. Ils ont transféré nous de la communauté d'Aglo, Grand Sud Caraïbes pour nous devenir à SMG là. Et jusqu'à là, nous devons pendant qu'on parle là, que nous dans l'inégalité totale. Aujourd'hui là, nous ne pouvons pas commencer à parler d'implication pour la population. Simplement, ça nous fait effectivement, nous créons une intersyndical pour nous effectivement venir façader au niveau à la direction et la préfecture Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que depuis le 1er septembre, on a à peu près 200 agents de la fonction publique territoriale qui ont transféré en ce mec-là. Et à la date d'aujourd'hui, il y a l'eau agent, pas ni pont papier, mais il y a transféré au niveau de ce mec-là. Pas d'avoir effectivement, nous avons précisé que suite effectivement à l'intervention, nous avons déposé préavis de grève là. Le préfet a convoqué le président ASMEG et les élus effectivement de toutes les EPCI Guadeloupe pour voir si on a une solution pour régulariser effectivement la situation des fonctionnaires publics. Un reportage signé Michel Depape. Et les parents d'élèves de l'école de Port-Blanc-Gosier, eux, se mobilisent contre la fermeture d'une classe. Ils redoutent cette perte d'effectifs qui risque de mettre à mal le niveau d'enseignement. Le reportage. Au rectorat, au rectorat, au rectorat, au rectorat, au rectorat. Aujourd'hui, les parents sont mécontents et les parents ont bloqué l'école de Port-Blanc parce qu'ils sont inquiets. Nous sommes inquiets sur la qualité de l'enseignement qui va être dispensé l'année prochaine et sur la sécurité de nos enfants au sein des classes de Port-Blanc. La fermeture d'une classe à Port-Blanc va entraîner un bouleversement au niveau de l'organisation. Il faut savoir qu'il y a une classe par niveau dans cette école du CP au CM2 et que la fermeture de l'une d'entre elles entraînerait obligatoirement des doubles niveaux dans chacune des classes restantes. Également, certaines classes ont 2 enseignants en poste pour la même classe et nous nous posons des questions sur l'organisation qui arriverait, à savoir des classes de double niveau avec 2 enseignants en même temps. Également, les classes sont extrêmement petites. Certaines classes font 20 mètres carrés et nous nous inquiétons du confort d'enseignement d'enfants si un effectif de 28 serait, pardonnez-moi l'expression, entassé dans une classe de 20 mètres carrés. L'inspection reste intangible quant aux arguments qu'on lui oppose et nous ne trouvons pas de terrain d'entente quant à la demande de réouverture. Et je vous laisse observer les réponses qui nous sont données actuellement. Mais vous pouvez constater en direct que nous avons la police qui est présente en masse sur notre manifestation pour le moins pacifique.
Des images d'Olivier Félix. Et au collège Alexandre Macal de Saint-François, la communauté scolaire dénonce le climat de tension et de violence qui règne depuis quelque temps. En plus du manque de respect et de l'insolence, les professeurs font l'objet d'agressions, de jets de pierre ou encore de détérioration de leur véhicule. Une situation intenable qu'ils dénoncent. Regardez. Déjà, ça remonte déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a beaucoup de problèmes d'incivilité, d'incidents qui ont pris de plus en plus d'importance, qui sont devenus de plus en plus violents. On est passé par des cris de couloir, frapper sur la porte, on court dans les couloirs, retard, sans cesse, pour arriver à des jets de pierre sur enseignants, pour crever en série des pneus, et on arrive aujourd'hui à un enseignant agressé. Donc on ne se connaît pas la prochaine étape. Ce sera quoi ensuite? Donc on demande tout simplement pour le bien de tous, adultes, élèves, parents, que ça cesse. L'état dans le collège est en souffrance, se trouve dans une inquiétude perpétuelle générale, et toujours depuis des semaines encore. À cela, il faut avoir conscience que dans une situation d'insécurité, évidemment, il va y avoir des conséquences négatives sur l'enseignement. Sans un climat serein, il ne peut pas y avoir un enseignement serein. Nous avons proposé, notamment par le biais du maire et du conseil départemental, 2 vigiles pour sécuriser de manière temporaire le parking. Seulement nous, on demande des solutions pérennes, à long terme. On nous parle d'une réunion avec le conseil départemental. Il faut savoir que ce problème du parking, ça remonte à des années et des années. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans cette réunion. Est-ce que ça va être encore pendant 2 heures à savoir à qui appartient, qui est responsable de ce parking? On n'en sait rien. On est dans le flou. On nous propose effectivement de travailler en interne le règlement intérieur, ce que nous sollicitons, ce que nous voulons. Mais on pense qu'on a besoin de rentrer encore plus, d'intégrer encore plus les parents dans la communauté pour qu'on fasse corps, qu'on ne soit pas en dissension, qu'on ne soit pas séparés. Et pour cela, il faut se rencontrer. Donc on demande une réunion plénière, on va voir. Là, on a une discussion avec les professeurs, avec l'ensemble de la communauté, pour savoir la suite, justement. Ça veut dire tout simplement que malheureusement, il y a des non-dits, il y a des situations qu'on n'a pas encore complètement identifiées. Et de toute façon, c'est un malaise général. Donc c'est un malaise pour les élèves, pour les adultes, pour tout le monde. Oui, ce qu'on apprend, c'est une fois plus une accumulation de choses inacceptables dans ce qui est un sanctuaire, un établissement scolaire. Et c'est pour ça qu'on demande justement une réunion plénière avec les parents, avec la communauté scolaire, pour mettre à plat, pour ne plus avoir ce genre de situation, pour que ça soit connu, identifié. Des jeunes qui sont donc de plus en plus difficiles à canaliser. Parlons maintenant d'un membre fondateur de la Frappe, qui est entrepreneur et président du CIVA, en l'occurrence Dominique Biras, qui est candidat aux élections législatives. Ce dernier souhaite porter une nouvelle vision après 2 années de souffrance liées à la gestion de crise Covid. Il entend défendre au national des questions prégnantes comme les sargasses, la suppression de la TVA, le développement durable, le transport ou encore la continuité territoriale, notamment pour nos îles du Sud. Le reportage. Il faudra parier que les Guadeloupéens ont fait un constat de leur colère. Il est important que nous puissions leur donner une nouvelle donne, une nouvelle vision du territoire. Y aller à ces élections et avoir le soutien du président de la Frappe, Éric Jalton, mesure véritablement ce que nous avons accompli depuis bon nombre d'années. Aujourd'hui, plus que demain, nous voulons répondre à la souffrance du Guadeloupéen, porter la voix du Guadeloupéen à l'hémicycle national sur des problèmes tels que les sargasses, tels que la TVA, la suppression de la TVA, tels que le développement durable, tels que la transition écologique. C'est parmi ces grands thèmes aussi que nous voulons y aller. J'apporte mon soutien à Dominique Biras parce qu'il porte les valeurs que nous défendons à la Frappe et plus généralement avec les autres composants qui nous soutiennent à l'occasion de ces élections, dans l'ensemble des 6 communes de la circonscription, des valeurs de progrès, d'humanisme, des valeurs écologiques, des valeurs de solidarité. Donc on l'a choisi parce qu'il a déjà toujours été avec nous dans tous les combats, sans exception, membre fondateur de la Frappe, toujours dans tous les combats, même les plus difficiles. Mais aussi résoudre une fois pour toutes aussi en portant
de nouvelles doléances sur un transport, sur la notion de continuité territoriale. On ne peut être un archipel et on parle de voyager. Moi, je vais employer le mot circuler, car bon nombre de Guadeloupéens ne peut accéder à Marie-Galante comme il le faut, et pour pouvoir créer véritablement un modèle économique et un développement beaucoup plus harmonieux pour notre pays. Et répondre à la souffrance des Guadeloupéens qui aujourd'hui, par rapport au Covid, ont subi. Ils ont subi dans leur chair et dans leurs êtres. Aujourd'hui, nous devons aller pour donner une autre vision à la Guadeloupe, de façon apaisée, mais être Guadeloupéen en toutes circonstances quand nous serions là-bas. On lui fait confiance parce que c'est un bosseur, il a démontré au syndicat mixte des transports quand il le présidait, il le démontre aujourd'hui au CIVA, c'est aussi important que le transport, que les déchets, la collecte des déchets, les traitements, la valorisation des déchets. Et au conseil municipal des Abîmes, il a toujours apporté son expertise de chef d'entreprise guadeloupéen ayant réussi, en pris la succession de son père et dynamisant encore son entreprise. Nous avons un soutien unanime de la FRAP, mais j'ai aussi un soutien de mes collègues des conseils municipaux de Marie-Galante, de Pointe-à-Pitre et même aussi de Morne-à-l'Eau. Donc je veux rassembler en une voix, une vision, la Guadeloupe. Et ce week-end, la municipalité de Gourbert a mis la main à la pâte pour nettoyer la commune des encombrants qui la jonchent. Elle a également procédé au fleurissement de l'entrée du quartier de Champfleury. Et une petite mention spéciale pour la participation de notre Miss Guadeloupe. Le reste en images. Et l'objectif pour nous, c'est l'opération Gourbert nous belle, mais aussi propre, avec les citoyens élus, citoyens, agents de la commune. Nous nettoyons quartier rue par rue, maison par maison. Et ça nous permet aussi, dans des foyers, ils n'ont pas la possibilité de extirper les encombrants, les appareils ménagers ou autres, de les aider à les sortir de leur dépôt, de l'arrière de leur maison et aussi nettoyer et leur maison. Donc ça se fait dans une certaine convivialité, des contractions, avec l'assentiment de la population qui intègre nos équipes et qui participe au nettoyage, parce qu'on sait que les communes sont garnies d'encombrants dans tous les lieux, fabriqués de toutes pièces. Et l'objectif pour nous, au-delà même d'enlèvement, le nettoyage des quartiers, c'est aussi le fleurissement. Donc on a opéré à l'entrée de Champfleury sur un terrain privé que nous a bénévolement accordé une voisine d'en face, c'est pour planter, fleurir l'entrée de Champfleury. C'est une cause importante à défendre, déjà en tant que Guadeloupéenne, parce que la Guadeloupe est belle, il faut aussi la rendre propre, c'est important. Et en tant que Miss Guadeloupe, en tant qu'ambassadrice, il faut tenir des causes qui nous tiennent à cœur. Et là, en l'occurrence, ça me tient à cœur. J'ai été élevée dans une famille où le tri sélectif était très important. Mon père est notamment là aujourd'hui avec moi et c'est lui qui m'a poussée à être là aujourd'hui. Donc je suis très fière d'être ici aujourd'hui. Nous sommes dans le quartier de Palmiste. Et nous avons commencé à faire l'embellissement avec des plantes ornementales à l'entrée du quartier. Et là, nous faisons le nettoyage et nous faisons du tri de déchets, plastique, canettes, etc. De continuer à y participer, parce que ce n'est pas une affaire de la commune. Donc c'est la population qui est premièrement concernée, c'est leur quartier, leur lieu de vie, mais aussi de développer en même temps le civisme. Donc c'est notre pays, notre commune, notre quartier. C'est à nous de l'entretenir et il y a des enlèvements programmés par la communauté d'agglomération, les respecter et non pas mettre les poubelles, les encombrants à tout moment au bord de la route. Donc si on est dans cette démarche très citoyenne, je pense qu'on aura un territoire fleuri, mais aussi propre. Voilà, dans cette logique. Gourbert nous belle et propre, c'est plus qu'une annonce, c'est une réalité. De préserver l'environnement de la Guadeloupe, de faire attention, de jeter ses ordures dans des poubelles, c'est bête à dire, mais c'est super important parce que les réchauffements climatiques nous rattrapent et il faut faire attention à ce qu'on a, c'est vraiment cher. La Guadeloupe est belle, donc profitons-en. Des images signées Vianney Valverde. Et on enchaîne maintenant avec la 5e édition du Salon de l'artisanat Mantin Art. Après 2 ans de privation, la municipalité lamantinoise veut relancer l'économie sur son territoire en organisant des espaces de vente. On se rend donc à la salle de l'Ascolag qui s'est transformée en boutique éphémère, on va dire. Regardez. Ici, là, nous sommes au Salon Mantin Art. Donc c'est le Salon de l'artisanat à Lamantin, organisé bien sûr par l'Ascolag, l'association des commerçants de Lamantin, mais aussi on a la présence surtout
de la Chambre des métiers qui est avec nous et qui nous accompagne. Et puis la commune de Lamentin présente la région et on essaie de faire un travail pour relancer l'économie, relancer l'artisanat, relancer le petit commerce, sortir de la Covid, 2 ans de privation, tous on est remplis comme ça, on n'en peut plus. Donc on a envie de vivre et de relancer les choses. Donc là, je suis très content de voir que ça marche. La Chambre des métiers est avec nous. On a beaucoup d'artisans. On est sur des thématiques qui sont des thématiques importantes parce que nous, on veut mettre en valeur la production locale. On a très bien compris aujourd'hui par rapport, non seulement par rapport à la Covid, mais aussi par rapport à la guerre en Ukraine, qu'il est important à apprendre à consommer autrement et à mettre en valeur nos productions locales, aller vers un mode de consommation qui nous permet de retrouver nos racines et d'être en meilleure santé grâce à une alimentation qui serait plus locale, mais qui serait aussi plus respectueuse de la santé des gens. Donc je ne dirais pas forcément toujours bio, mais maîtrisé, moins de pesticides, plus de respect, je veux dire, de la santé de manière globale, moins de graisse, etc. Parce qu'on sait très bien qu'ici, on souffre d'obésité, on souffre d'hypertension, on souffre de diabète. Mais il y a plein ici d'artisans qui vont vous proposer des choses excellentes. Donc voilà, on est content d'être là. Et maintenant, je reçois Dany Ménard, qui est chef de projet alimentaire à la ville de Morne-à-l'Eau et qui organise effectivement l'opération Prends-Tiban la Cisée et si le citoyen nourrissait la ville. Bonsoir Madame Ménard. Bonsoir. Alors parlez-nous effectivement de cette opération et si le citoyen nourrissait la ville. D'où, de quelle intention ça émane déjà? Je vais commencer vraiment par l'historique. Donc, la ville de Morne-à-l'Eau a travaillé pendant 2 ans avec une ville qui s'appelle Montsartou. C'est une ville de France située pas loin de Nice, qui nous a accompagnés pendant 2 ans en termes d'outils, de transmission d'outils, de savoir-faire et de formation sur la création, la mise en place d'un projet alimentaire territorial. Et à partir de là, nous avons construit notre projet alimentaire qui a pour ambition de développer la souveraineté alimentaire à l'échelle de la ville. Et si le citoyen nourrissait la ville, c'est vraiment une dynamique qui va de la fourchette à la fourche. C'est que le citoyen puisse nous dire aujourd'hui ce qu'il attend du territoire, de la ville, des agriculteurs et tous les acteurs pour que nous puissions construire ensemble un nouveau système alimentaire. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe attend beaucoup sur certaines zones comme le Nord Grande Terre pour cette autosuffisance. On sait que vous êtes des territoires qui sont très axés sur ces questions-là. Mais ça correspondra à quoi, cette autonomie alimentaire, concrètement? Alors, c'est le citoyen qui va nous accompagner, à nous aider à construire cette autonomie alimentaire en fonction des attentes, puisque demain, nous attendons aussi des jeunes qui puissent aussi nous expliquer ce qu'ils attendent de leur alimentation de demain. Et c'est ensemble que nous allons construire cette autonomie alimentaire, puisqu'on sait qu'il faut manger plus local, mais on est aussi conscient que la jeunesse ne mange pas forcément tous les produits locaux que l'on cultive sur notre territoire. Donc vous faites diverses opérations justement pour les remettre au goût du jour. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne petit à petit, effectivement. Il faut du temps, il faut de la patience, puisque nous avons commencé il y a plus de 10 ans en termes de restauration scolaire à pouvoir initier cette consommation locale au sein des cantines. Et là, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'appropriation est de plus en plus grande et que les enfants qui mangent à la cantine, à la restauration scolaire, mangent de plus en plus ces produits locaux. Mais encore, il faut être patient et il faut continuer à mener ces actions au sein du territoire pour arriver sur le long terme. A priori, on est bien parti et puis nos petits ont bon goût. Donc, ça devrait être vite vu. Effectivement, vous parliez de ce partenariat avec la ville de Montsartou. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent finalement? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Ils nous ont beaucoup appris déjà. Ils nous ont appris en termes de formation, puisque j'ai eu l'occasion de participer à un diplôme universitaire chef de projet en alimentation durable avec eux. Et donc, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, en termes de formation, en termes d'outils et en termes aussi d'expérience, puisque là, il va nous parler un petit peu de son expérience, M. Gilles Pérol, qui est élu de la ville de Montsartou, et où le citoyen, justement, le projet « Le citoyen nourrit la ville » permet vraiment d'apporter un plus et de créer une dynamique citoyenne, une mobilisation citoyenne au sein du territoire pour pouvoir mieux manger. On voit que certaines villes qui sont un petit peu dans la même optique que la vôtre
On fleurit un petit peu les centres-villes, on plante un petit peu aussi maintenant dans les centres-villes, dans les cités aussi. On essaie de faire des petits jardins, partager des choses comme ça, ou bien mettre ça carrément sur les balcons, ou bien sur des toits, carrément, si on prend des modèles internationaux. À Morne-à-l'Eau, ça prendrait quel aspect? On planterait des arbres fruitiers en plein centre-ville, ce serait ça? Ah ben ça va commencer hein, bientôt, puisqu'on vous avez vraiment un projet? on est dans il y a le projet Petite Ville, le programme Petite Ville de demain, où justement il y a des VHG qui doivent arriver au sein de la ville. Enfin, c'est vraiment un projet, une dynamique, et nous on va mettre un projet qui s'appelle Jardinons nos services aussi, où on va cultiver au sein des services de la collectivité. D'accord, donc le but c'est que chacun puisse retourner un peu à la terre, même si c'est sur un petit carré, mais qu'on commence à planter. C'est ça. Donc tous les Mornaliens devront planter. L'idée est là. Très bien, très bien, très bien. Donc ça va se dérouler donc demain. Demain après-midi, à partir de 16h, sur la place Gertier Archimède. Tout le monde peut venir, même si on n'est pas mornalien? Tout à fait, c'est ouvert à tout le monde, c'est sur la place. Très bien. Et donc, il y aura ces échanges, effectivement, avec cette ville partenaire qui vous a aidé pour le développement un peu du projet. On espère que tout ça pourra fleurir correctement. Si vous avez un appel à lancer à la Guadeloupe... Eh ben, c'est de venir participer avec nous et puis surtout les jeunes. On aimerait vraiment pouvoir entendre l'avis des jeunes pour pouvoir comprendre un petit peu comment on va faire pour demain monter cette stratégie et cette mobilisation citoyenne. En termes d'agro-transformation, vous avancez? Pas encore, mais on va avancer. On va avancer en lien avec la communauté d'Aglo du Nord-Grande-Terre. C'est eux que vous attendez? Non, on avance ensemble. D'accord. Je demande juste. En tout cas, merci beaucoup Dany Ménard. Je le rappelle, chef de projet alimentaire à la ville de Morne-à-l'Eau. La manifestation se passe dès demain à partir de 16h sur la place Gertier-Archimède. Et si le citoyen nourrissait la ville, donc l'idée c'est un peu de planter à manger un peu partout sur le territoire et particulièrement dans les zones urbaines. Tout à fait. Merci encore une fois. Et on part maintenant pour l'inauguration de la médiathèque de Petit Canal. On va juste à côté de chez vous, c'est les voisins. Aujourd'hui, on passe de la phase projet à la réalisation. Une fois que c'est sur le papier, le plus important, c'est que ça sorte de terre. Et aujourd'hui, c'est chose faite, on l'a inauguré. Et c'est une très bonne chose pour la population canadienne, mais pour la population nord-grande-terrienne, pour la communauté d'agglomération et même boire pour la Guadeloupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que Petit Canal, c'est carrefour de l'histoire. Donc, c'est un lieu où tout un chacun pourra venir et se cultiver. Et on a l'habitude de voir des bâtiments, des lieux comme ça, hein, de culture porter le nom des personnes qui sont déjà disparues. C'est vraiment particulier pour moi de voir mon nom sur une médiathèque qui a un rôle de culture. Et en fait, mon père, Yann Rouy, Octave Fromager, qui était mon père, c'est dans le prolongement de cette rue-là. Donc c'est énorme. C'est le plus important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons proposer ici. C'est vrai, on reconnaît ce que j'ai fait, mais j'ai fait, oui, mais qu'est-ce que nous avons à faire maintenant quand nous avons cet outil de transmission de la culture, parce qu'on a donné justement le fromager, c'est l'arbre à palabre en Afrique. Ici, c'est le soukounian, l'arbre maudit qui repousse, mais là, c'est l'arbre à palabre, et on va aborder ce qu'on va proposer comme l'arbre à palabre. Et pas des paroles, n'importe comment, un discours verbal, des livres, donc une oralité organisée. Il y a des espaces pour toutes les générations, du plus petit au plus grand. Ici, nous sommes dans l'espace numérique. On parle beaucoup de fracture numérique. Donc ici, ça va permettre à tout un chacun de pouvoir accéder à ces outils, je dirais, nouvelles technologies. Et sachant qu'avec la région Guadeloupe, nous menons une opération pour le déploiement de la fibre optique aussi sur le territoire. Donc nous sommes dans l'ère du développement, dans l'ère, je dirais, de tout ce qui est nouveau. Et donc il est important pour moi et la majorité municipale d'équiper la population canadienne de cet outil-là. Retour maintenant sur la dernière journée de Régional 1 Vito avec cette victoire écrasante de la S Gosier qui s'impose 7-0. Ça en fait des matchs quand même avec des scores, avec des gros écarts comme ça. C'est compliqué votre compétition, regardez.
C'est que nous, on était dans une position un peu délicate, même si elle était avantageuse. On se devait d'être assez réaliste ce soir, puisqu'on est sous le coup de la différence de but avec le CSM. Donc je pense qu'on a attaqué le match du bon morceau. On a réussi à marquer très tôt. On a continué l'effort. Je pense qu'en termes d'intensité physique, il n'y avait pas photo ce soir. Donc c'est une équipe qui a souffert sur le soleil de Sainte-Anne. Et nous, derrière, comme on a un peu l'habitude de jouer à cette heure-là, donc on a continué à pousser. Oh là là. Le quatrième but. Le quatrième but pour la AS Gosier. Nous, on s'attend à jouer les play-down. Hein. Donc après, l'objectif, c'est de rester en R1 en gagnant deux matchs de play-down. Là, il reste le CSM la semaine prochaine. On va essayer de faire nettement mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui pour laisser une meilleure image et rattraper ça. Et après, on verra les matchs qui restent. Hein. On a deux solutions quand on est dans ce cas-là. Soit on se met au fond, soit on travaille. Et ça fait 2 mois et demi qu'on sait que nos joueurs les plus importants, les joueurs cadres, ne sont pas là. Mais maintenant, ça a donné l'opportunité aux jeunes de créer leur histoire. Ils ont commencé à l'écrire à Porto Rico en faisant une super performance. Et aujourd'hui, ils ont à cœur de finir le travail et à nous, le staff, de les encadrer pour accomplir la mission. La fin de cette rencontre qui voit l'écrasante victoire de la AS Gosier sur le score de 7-0. Voilà qui permet à cette formation de soigner son goal à virage avant l'ultime rencontre qui devra se disputer le week-end prochain. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas que le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports, y compris les transports aériens. D'ailleurs, les tests Covid ne sont plus nécessaires non plus pour les personnes qui sont vaccinées, d'ailleurs, à noter aussi. Donc, amusez-vous bien, voyagez bien. Hein, et nous, on se retrouve demain. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. Et avant cela, je dis bonsoir à Maggie Delaney, gros bisous Maggie, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à Marie-Lou, bonsoir à Moïse Caramel, à Claudie Giraud-Girard, à Ricardo Blaca, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Perle de Caruquera, bonsoir également à qui d'autre, à Joël Bazit, à Joël Le Juste Cuf, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Alexis MTL, bonsoir à Saran Caméra, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à qui d'autre, bonsoir au général Franck Abar, à Pipo Filou, bonsoir à... Un jour, je lirai vos commentaires. Il faut que je lise les commentaires. Un jour, je vais prendre le temps, mais c'est qu'il y en a beaucoup trop. Bonsoir à... On sait qu'il te pose une page de publicité et on revient après.